regardez du tic au tac sur GNG Média. Au centre de toute action humaine se cache toujours une volonté d'affirmation de soi, une envie de se démarquer, de créer la différence, d'être au devant de la scène, d'attirer vers soi la lumière afin de marquer les esprits. Un signe de grandeur, la marque des grands leaders. Fidèle à sa tradition d'être toujours à l'écoute de sa clientèle, d'innover, de sublimer et d'accompagner à la perfection, le groupe G&J Consultings, à vos côtés depuis plus d'1 an, est heureux de vous annoncer la création de G&J Production, doté d'un parc matériel des plus aboutis et qui obéit aux normes internationales de production. G&J Production est désormais à vos côtés pour vous accompagner à travers la production des spots publicitaires, des publi-reportages, des films d'entreprise et de mariage, des émissions télé, des shootings photos, le tout accompagné des conseils en stratégie de communication et marketing pour mieux positionner vos marques. G&J Production est situé au 2e étage de la pharmacie Japoma, à 1 km de la Total Colbon en allant vers le stade. Téléphone plus 237 680 41 40 15. G&J Production. Pensez, nous réalisons. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur G&J Média pour cet autre numéro de votre émission du Tic au Tac. Du Tic au Tac qui est devenu un rendez-vous et qui porte aujourd'hui encore une fois de plus la co-signature de Romaric Tenda. Et je vous donne partie du téléphone. Bonsoir à vous. Bonsoir Romaric. Bonsoir à tous. Nous recevons dans le cadre de cette émission Edith Kawala qui a célébré il y a quelques jours son anniversaire, son 58e anniversaire. Elle soufflait sur sa 58e bougie. Elle est femme d'affaires, chef d'entreprise et surtout femme politique. Elle a été candidate à l'élection présidentielle de 2011 où elle s'est particulièrement démarquée en tant que femme avec un important score. Naturellement. Et donc, elle a bien accepté notre invitation ce soir à être avec nous, pour échanger avec nous. Et j'ai tout de suite envie de dire, avant de l'accueillir, Happy birthday, Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Merci beaucoup. D'accord, merci de répondre à nos questions et surtout d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer de plein fouet dans cet entretien, nous souhaitons déjà vous dire nos voeux les meilleurs pour cette année de plus que vous avez, que le Seigneur vous accorde santé, prospérité et surtout que vous continuez dans la lancée de défendre aussi bien les droits humains au Cameroun, en Afrique. Et aussi le mal que nous vous souhaitons, c'est que vous puissiez être, pourquoi pas, la toute première femme chef d'État dans ce pays. Merci beaucoup. Je dois avouer que j'ai un seul vœu pour mon anniversaire et pour cette année qui nous arrive, celui de la transition politique pour le Cameroun qui urge vraiment, qui urge aujourd'hui très très fortement. Tout à fait. Eh bien, nous, sans transition, nous allons entrer de plein fouet dans cet entretien avec l'affaire du journaliste Martinez Zogo qui a conduit la commission mixte mise sur pied par le chef de l'État interpellé Jean-Pierre Amourou Belinga, le lieutenant-colonel Justin Danoué ainsi que le journaliste Bruno Bidjan. De plein fouet, d'entrée de jeu, Edith Kawala, pensez-vous qu'ils sont interpellés pour rien au secrétariat d'État à la Défense, comme beaucoup de personnes semblent le dire aujourd'hui? Les gens estiment qu'ils sont interpellés pour rien, ils sont gardés à vue pour rien. Est-ce que les enquêteurs sont si idiots, d'après vous? Je pense que d'abord, nous devons faire très attention dans cette affaire. J'ai beaucoup aimé et je suis en solidarité avec votre geste en début d'émission, parce qu'il est très très important que nous ne lâchons pas prise en demandant justice pour Zogo. On doit le faire tous les jours jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Cette affaire
nous interpelle en tant que Camerounais, plus que beaucoup d'autres affaires. Comme personne, les gens l'ont signalé, il y a eu Ouazizi, il y a eu Bibi Ngota, il y a eu beaucoup d'affaires. Toutefois, c'est une situation différente quand l'État, en exerçant ses fonctions, c'est-à-dire que nous sommes ici, la police arrive parce que ils ont été informés qu'il y a un crime qui est en train d'être commis ici, et que en entrant ici, ils commettent une bavure. Ça, on connaît beaucoup. On sait que dans la culture des forces armées du Cameroun, ça arrive souvent. Ça, c'est une chose. Mais dans cette affaire, personne n'était en mission pour l'État du Cameroun. Donc, ce que nous apprenons par les bribes ci et là, c'est que nos forces armées, celles que nous payons avec nos impôts, les forces armées qui sont supposées nous défendre, les forces de renseignement qui sont une première ligne de défense par rapport à une attaque même extérieure, Tout à fait. ont été privatisées. Je ne sais pas si les Camerounais se rendent compte de la gravité de la chose. Donc, l'armée que nous, on paye, vous et moi, avec nos impôts, un individu a privatisé ces forces-là pour ses besoins personnels, y compris, parce que ça c'est son avocat qui a dit, y compris les renseignements sur les pays tiers, et peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'il y a la présomption d'innocence, Tout à fait. peut-être le meurtre. Donc non, je ne pense pas que ces personnes sont arrêtées pour rien. Mais je pense que l'État du Cameroun, en plus du fait qu'ils ont tellement mal géré, qu'ils ont permis à des individus de privatiser les forces armées. C'est pas n'importe quel service de l'État du Cameroun. Ils ont permis à un individu de privatiser les forces armées. L'État est déjà fautif. C'est-à-dire que en plus du meurtre sur lequel on enquête, on devrait se poser la question comment ça a pu arriver et qui était responsable de ça. Mais en plus de tout ça, aujourd'hui, l'État ajoute la gravité de l'affaire parce qu'il refuse aux Camerounais notre droit à l'information. Romaric Tenda, c'est pas, vous ne devez pas me poser la question, est-ce qu'on pense que... Pourquoi nous sommes dans des suppositions? Oui. L'État du Cameroun devrait nous dire, dans cette affaire, nous avons arrêté telle ou telle raison. Tout à fait. Aujourd'hui où nous sommes, nous ne savons pas exactement ce pourquoi les individus que vous avez cités ont été arrêtés. Nous ne savons pas combien d'enquêtes y a-t-il, combien d'enquêtes sont ouvertes en ce moment. Nous ne savons pas quelle est la situation. On nous a dit qu'on a arrêté une vingtaine des agents de renseignement payés par nos impôts. Quelles sont les charges contre ces personnes-là et à quel niveau se situe l'enquête? Je crois que parce que on dit il y a le secret de la procédure. Nous ne sommes pas en train de demander qu'est-ce que les uns et les autres ont dit dans leur déposition. C'est ça le secret de la procédure. Le secret de la procédure, c'est que nous n'avons pas encore, parce qu'au moment où ça arrive au tribunal, on aura droit à savoir qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur déposition. Mais pour le moment, en phase d'enquête, on n'a pas ce droit-là. Mais nous avons le droit absolu sur une affaire qui a traumatisé la nation entière. On a le droit absolu de savoir quelles sont les différentes étapes de la procédure, quelles sont les enquêtes qui sont ouvertes, à quel stade se situe l'enquête. On ne doit pas conduire les Camerounais, mais c'est tellement grave ce que l'État est en train de faire. Mais parmi les personnes interpellées,
il y a un schéma qui se dessine entre des exécutants et des commanditaires, des présumés commanditaires. Les exécutants qui, eux, ne nient pas avoir accompli la tâche qui leur a été assignée, mais d'un côté, les présumés commanditaires qui nient leur implication. Et depuis quelques jours, on assiste un peu à des ping-pong entre la commission mixte d'enquête et le tribunal militaire, où les suspects sont conduits et sont ramenés à leur case de départ au secrétariat d'État à la Défense. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation instable pour le moins? Encore une fois, Raoul Patrick, moi je ne vais pas entrer dans les suppositions. Je ne suis pas, je suis un citoyen camerounais et je paye mes impôts. Je paye le salaire du commissaire du gouvernement. Je paye le salaire de tous ces enquêteurs-là qui sont en train de travailler. Et tous, selon la loi camerounaise, peuvent communiquer, peuvent nous dire, répondre à votre question. Cette affaire est... Moi, je suis allée à Yaoundé quelques jours après l'assassinat de Martinez Zogo pour rendre hommage. Yaoundé était muet. Vous marchez dans la ville, il y avait un silence, c'est-à-dire le traumatisme. Un silence lourd. Très lourd. Le traumatisme est tellement grave sur les Camerounais. Comment ça se fait qu'on n'a pas les réponses à ces questions? Le commissaire du gouvernement devrait faire un point hebdomadaire pour nous dire que voilà, j'ai renvoyé les enquêtés pour telle ou telle raison. Je suis à tel niveau dans l'enquête. Sur le plan juridique, on ne comprend alors rien du tout. On ne sait pas sur quelle loi cette enquête est en train d'être faite. La première des choses, c'est que, en commençant par l'enquête mise, demandée par le chef de l'État, ça se fait sur quelle base juridique? Ça n'existe pas au Cameroun que l'exécutif vienne se saisir d'une affaire de crime. Donc, sur quelle base? Le chef d'État, il est l'exécutif. Les enquêtes qu'il ordonne doivent être dans son domaine exécutif. Donc, des enquêtes d'administration, des enquêtes sur la corruption, des enquêtes sur le détournement de fonds, etc. Pourquoi est-ce que nous avons une justice et que la justice ne s'est pas saisie de cette affaire? Maintenant, si c'est parce que, comme ça a été fortement murmuré, parce qu'aujourd'hui on oublie les ministres, le ministre de la Justice et le ministre des Finances, dont les noms ont été cités dans cette affaire. Donc si le chef d'État est en train de prendre la responsabilité parce qu'il est incertain de l'implication de son ministre de Justice, non. Au-delà de l'implication. Il doit suspendre le ministre de la Justice. C'est ce qu'on fait. Dès que le nom du ministre de la Justice a été cité dans cette affaire, il aurait dû être suspendu. La suspension ne veut pas dire qu'on est coupable, mais ça veut dire que votre nom est cité dans une affaire de torture et d'assassinat, et vous êtes ministre de la Justice du Cameroun, et vous êtes encore en poste. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'avocat de l'une des parties qui a recusé du fait que le nom du ministre ait été cité dans cette affaire. Alors, encore une fois, notre droit à l'information, tout ce monde est payé par nous. Les ministres en question sont payés par nous. Ça a circulé dans les médias ici pendant au moins 2 semaines, leur nom dans cette affaire. Donc, si ils ne sont pas impliqués, nous avons droit à une information claire qui vient nous dire qu'en fait, en réalité, leur nom n'a jamais été cité. Si leurs noms ont été cités, nous avons droit à l'information et on devrait les suspendre tous les deux, parce que quand le nom d'un ministre est cité dans une affaire aussi grave, on le suspend, on lui donne le temps d'aller répondre à
tout ce qui lui est reproché. Et si jamais il est innocent, on le rétablit dans ses fonctions de ministre. Quelle est cette gouvernance au Cameroun à chaque fois qu'il ne répond à aucune norme? Nous, les Camerounais, vraiment, on ne doit pas lâcher prise dans cette affaire parce que nous connaissons, ça fait 40 ans qu'on est avec ce régime. Il nous tourne en rond à chaque fois. Donc, si on lâche prise et si on ne pose pas les bonnes questions, parce qu'il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête de rester chez nous au quartier, devant une bière, dit je pense que, je crois que, etc. Pourquoi? Il faut qu'il y ait de la logique dans ce qu'on pense et dans ce qu'on croit. Il faut qu'il y ait et que les informations soient claires et bien précisées. Et ça, la Constitution du Cameroun garantit le droit à l'information du citoyen camerounais. Alors, Président Kawala, d'aucuns estiment que ce ping-pong qu'on observe aujourd'hui entre la commission mixte constituée des enquêteurs et du tribunal militaire, c'est justement parce que il y a M. Jean-Pierre Amougou Belinga qui s'est toujours dit proche du ministre de la Justice, et certains estiment aujourd'hui que à partir de cette relation, la justice risque de ne pas le condamner parce que le patron de la justice est son ami, le garde des Sceaux depuis longtemps. Que pensez-vous de cela? Je pense que si le chef de l'État est sérieux, s'il est sérieux, s'il veut faire son travail de chef de l'État, aujourd'hui, le ministre de la Justice, très certainement, mais plusieurs autres ministres, Monsieur Amougou Belinga est quelqu'un qui a nargué les Camerounais. On l'a vu à plusieurs reprises se traiter d'amis du chef de l'État lui-même. Tout à fait. N'est-ce pas? Tout à fait. Prononcer comment il est intouchable, prononcer comment il pouvait faire et défaire. On a d'ailleurs écouté dans une conversation entre lui et le secrétaire général de la Sûreté nationale, voilà, dit au secrétaire général de la Sûreté nationale qu'il fait muter ses petits dans les ministères. Voilà. Et qu'est-ce qu'il adviendra si jamais il fait le compte rendu de cela au garde des Sceaux, comment le garde des Sceaux va le regarder désormais? Voilà. Donc, ça c'est un monsieur qui a dit lui-même qu'il a privatisé les services de l'État du Cameroun. Ok? Donc aujourd'hui, le chef de l'État, s'il veut remettre un tout petit peu d'ordre dans le gouvernement, devrait non seulement avoir mené une enquête du côté, en ce qui concerne Martinez Zogo, oui, mais on arrive à la question de comment est-ce qu'un individu est arrivé à payer les forces de l'ordre camerounais pour aller tuer quelqu'un. Alors, si ça c'est... comment est-ce qu'on en arrive là? On devrait mettre de l'ordre. Donc, chaque ministre qui a des accointances avec Amougou Belinga devrait être questionné. Et nous savons qu'ils sont nombreux. On a vu des photos, on a vu des vidéos, etc. Quand M. Amougou Belinga baptise ses enfants ou se marie, oui, c'est le gouvernement camerounais entier qui est présent. On voit 7, 8, 9 ministres qui sont présents. Tous ces ministres disent quoi aujourd'hui? Ils disent quoi? Ils sont silencieux. Alors, personne ne parle. Toutes ces personnes, au niveau même des entretiens avec le chef de l'État lui-même, devraient être questionnées. Parce que ce monsieur n'est pas arrivé là par hasard, si c'est lui qui l'a fait. Hein? On n'est pas arrivé là par hasard. Alors, Président, comment avez-vous trouvé le rôle de la presse internationale dans le traitement de cette affaire? Plusieurs médias internationaux se sont intéressés à cette actualité puisqu'elle a suscité l'indignation et la réprobation. Comment avez-vous trouvé leur rôle dans le traitement de cette affaire? Alors, la première chose, c'est que la presse internationale a mis pression au moment de l'assassinat pour avoir justice.
pour qu'une enquête s'ouvre. Et ça, je trouve excellent. C'est toujours important que les membres d'une profession, hein, et on sait que le journalisme est une profession à risque dans beaucoup de pays, le Cameroun étant un des pays où le journalisme est très très dangereux. Donc c'est très important que leurs confrères lèvent la voix, mettent pression, surtout dans un cas aussi grave. Maintenant, ce qui est incompréhensible, mais pour moi ce n'est pas la faute de la presse internationale, c'est les informations qui au début nous parvenaient par Reporters sans frontières. On vient de parler du secret de la procédure. Quelqu'un au centre de ces affaires donnait des informations à Reporters sans frontières. Comment ça se fait que nos États, au lieu de nous informer, nous les Camerounais, filent des informations et les Camerounais sont au courant. Est-ce que vous n'avez pas trouvé Est-ce que vous n'avez pas trouvé cela très suspect? Puisque plus tard, l'avocat de l'une des parties, notamment le colonel Danwe, dira que l'un des passagers manquants dont on cite, dans le cadre de la procédure, le ministre de la Justice notamment, n'a jamais été nommément cité par son client. Est-ce que vous n'avez pas trouvé cela suspect? Les informations prodiguées par Reporters sans frontières. Non, encore une fois, n'allons pas à l'effet, allons à la cause. Qu'est-ce qui est en train de se passer à Yaoundé, au CED? Qu'est-ce qui se passe là-bas, à Yaoundé, au CED? Et pourquoi est-ce que là, à partir du CED, au lieu de nous informer, dire que le ministre de la Justice a été cité ou n'a pas été cité, ça ne viole pas le secret de la procédure. Et on est en droit de le savoir. Moi, ce que je réclame aujourd'hui, il ne faut pas qu'on nous détourne. Aucun d'entre nous ne paye les impôts à Reporters sans frontières. Aucun d'entre nous ne paye le salaire de quelqu'un à Reporters sans frontières. Là où nous payons les salaires et là où on nous doit des informations, c'est au CED. C'est nous qui payons le patron de la gendarmerie. C'est nous qui payons tous les enquêteurs qui sont dans cette affaire. C'est eux qui nous doivent des informations. Tout à fait. Si un ministre a été cité dans une affaire de torture et meurtre, mon Dieu, et la personne est encore assise en tant que ministre de quoi? De la justice. Il s'agit de quoi là? Et si jamais l'information a été tellement répandue, si jamais il n'est pas cité, on n'a pas le droit de savoir ça aussi. What is going on? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est clair. Alors, le Cameroun est un état de droit où les libertés fondamentales, y compris la liberté de presse, sont garanties et constituent les fondements de notre démocratie, a dit René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, dans un communiqué paru le 23 février 2023 et qui répondait justement au traitement de l'information sur l'affaire Martinez Zogo par la presse internationale. Quand vous écoutez ces propos du ministre Sadi, est-ce que vous pensez qu'il est sérieux? Le ministre Sadi, je cherche les mots polis pour le dire, il se moque de nous. Il se moque des Camerounais. Vraiment, il se fout de notre gueule. D'abord, parler d'état de droit quand on est dans une situation, dans cette affaire. Malheureusement, nous qui décrions depuis des années les arrestations illégales, les détentions illégales, les fouilles illégales, ils ont fait comme à leur habitude. Ils sont allés arrêter des gens sans mandat, ils sont allés fouiller des maisons sans mandat, ils ont commis tout type de violation. Ça, ce n'est pas normal. C'est pas parce que c'est des personnes qui personnellement je considère comme
des adversaires, des gens qui sont contre nous tous les jours, à qui ça arrive, qu'il ne faut pas respecter la loi. Donc quand il dit qu'on est un état de droit, c'est exactement à quel niveau qu'on est un état de droit? D'un. De deux, à l'heure où il parle, monsieur le ministre de la Communication, nous sommes dans une situation où, selon notre base de données à Stand Up for Cameroun, nous avons plus de 1000 jeunes aujourd'hui arrêtés de manière illégale dans le cadre de la crise anglophone, dans le cadre de la crise politique post-électorale, dans le cadre même de la lutte contre Boko Haram. On arrête les gens de manière illégale tous les jours. Alors, c'est quel état de droit et donc le ministre a en train de mentir. Le ministre ment. Je ne voulais pas dire... Est-ce que vous n'êtes pas excessif en le disant? Non, on n'est pas excessif. Ce qui est excessif, je suis désolée, hein, nous on a suivi nos jeunes 5 qui ont été arrêtés parce qu'ils se baladaient en route et qui ont fait entre 16 et 18 mois en prison. Ça, c'est excessif. Ça, c'est outrageux. À l'heure où nous parlons, il y a des jeunes Camerounais qui n'ont absolument rien fait, qui sont à Kondengui, à New Bell et dans les prisons partout dans ce pays. Pourquoi on tue cette jeunesse? Pour après demain leur faire des leçons sur pourquoi ils ne doivent pas entrer dans les bateaux, pourquoi ils font ceci et cela. Ça, c'est inacceptable. Voilà ce qui est inacceptable. D'accord, Madame la Présidente, d'accord. Je propose qu'on marque une pause. On revient dans la deuxième partie de cet entretien. L'émission n'est pas terminée. Et il y a encore du grain à moudre dans cette deuxième partie. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. Au centre de toute action humaine se cache toujours une volonté d'affirmation de soi, une envie de se démarquer, de créer la différence, d'être au devant de la scène, d'attirer vers soi la lumière afin de marquer les esprits. Un signe de grandeur, la marque des grands leaders. Fidèle à sa tradition d'être toujours à l'écoute de sa clientèle, d'innover, de sublimer et d'accompagner à la perfection, le groupe G&J Consultings, à vos côtés depuis plus d'1 an, est heureux de vous annoncer la création de G&J Production, doté d'un parc matériel des plus aboutis et qui obéit aux normes internationales de production. G&J Production est désormais à vos côtés pour vous accompagner à travers la production des spots publicitaires, des publi-reportages, des films d'entreprise et de mariage, des émissions télé, des shootings photos, le tout accompagné des conseils en stratégie de communication et marketing pour mieux positionner vos marques. G&J Production est situé au 2e étage de la pharmacie Japoma, à 1 km de la Total Colbon en allant vers le stade. Téléphone plus 237 680 41 40 15. G&J Production. Pensez, nous réalisons. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Kawala, qui est chef d'entreprise et femme politique. Elle répond à nos questions dans le cadre du DITIC OTAC. Vous êtes une ex-militante du SDF, parti dans lequel vous étiez avant de décider de créer le vôtre. Qu'est-ce que cela vous fait de voir votre ex-formation politique aujourd'hui subir autant de tensions et de cassures? Je suis désolée, mais pas surprise. Désolée parce que le SDF est un parti qui marque l'histoire politique du Cameroun, qui marque fortement l'histoire politique du Cameroun. Personnellement, je suis et je serai toujours redevable au SDF. C'est avec le SDF que personnellement je fais mes premiers pas dans la politique camerounaise à partir de 89. Donc je deviens une sympathisante du SDF en 89. On forme un groupe, j'étais très actif dans l'élection de 92. Oui. Vraiment c'est un parti qui a joué un rôle énorme en ce qui concerne l'établissement, c'est-à-dire la mise en œuvre véritable du multipartisme au Cameroun et la démocratie camerounaise. On sera toujours redevable au SDF pour cela.
c'est un parti qui m'a fait rêver. Froundi, c'est un politicien, c'est le premier politicien, il ne faut jamais qu'on oublie ça. C'est le premier politicien qui va vers le peuple camerounais. Jusque-là, on a connu Aïdjo, on a connu Biya, qui étaient tous des présidents d'oppression, des présidents qui sont venus par le haut s'imposer sur le peuple. Froundi est la première personne à aller vers le bas, parler au peuple camerounais, engager le peuple camerounais dans l'action politique. C'est quelque chose d'extraordinaire et personnellement, c'est là où moi j'ai appris le grassroots politics. Donc, c'est un parti très important dans l'histoire du Cameroun. Et pour nous tous, c'est dommage qu'il soit dans la situation dans laquelle il est. Il se trouve aujourd'hui. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas surprise? Vous avez dit que vous n'êtes pas surprise. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je ne suis pas surprise parce que, et là on doit bien comprendre, quand on dit que Paul Biya est assis depuis 40 ans, on oublie qu'il est assis sur nos têtes, qu'il est assis de manière à appuyer toutes les énergies du Cameroun, les énergies économiques, les énergies culturelles, les énergies politiques. Parce qu'il est assis dans tous nos partis politiques, nous avons un problème d'évolution, nous avons un problème de transition. Parce que si Froundi avait pu participer à une élection en bonne et due forme, free and fair election, il aurait soit gagné, devenu chef d'État, et ça aurait permis au cadre de son parti aussi de progresser, évoluer. S'il avait perdu à une élection en bonne et due forme, le parti aurait dit, voilà, monsieur, vous avez perdu, donc vous allez de côté, on va trouver un nouveau candidat et le parti continue à évoluer. Comme nous sommes dans une dictature qui refuse toute évolution, c'est comme ça que aussi les partis stagnent. Et c'est très difficile pour les partis, de se maintenir dans ce contexte adversarial. Tous les jours au Cameroun pour un parti politique, c'est la bagarre. Tenir une réunion, c'est la bagarre. Avoir vos militants, c'est la bagarre. Aller aux élections, c'est la bagarre. Tenir sur ça pendant 40 ans, et les gens ont tendance, je ne suis pas, personnellement, je ne pense pas qu'ils aient raison, parce que j'ai quitté le parti, mais les gens ont tendance, et on les comprend, à se dire, voici le leader qui nous a menés dans cette bagarre, donc on doit rester avec lui jusqu'à ce que... Une forme de messianisme. Voilà, jusqu'à ce que ça se dénoue. Ça crée des fonctionnements au sein des partis politiques qui, au lieu de développer des systèmes en tant qu'organisation, fabriquent plutôt des individus. Fabriquent plutôt des individus pour qui faut des cultes. Voilà, à qui il faut vouer un culte allégeance totale, etc. Mais président Kawala, le président Froundi vient d'exclure 34 membres du parti, parmi lesquels Jean-Michel Lithieu et ses camarades. Ceux-ci, Jean-Michel Lithieu, reprochent à Froundi son extrême rapprochement et acquaintance avec le RDPC. Deux questions. Est-ce que vous comprenez leur mise à l'écart? Et est-ce que John Froundi devrait en arriver jusqu'à ce niveau? Est-ce que finalement il ne donne pas raison un tout petit peu à ceux qui pensent qu'il est en train d'entretenir trop d'acquaintance avec le RDPC en excluant comme ça des personnes qui ont des sons dissonants dans le parti de lui? Cette exclusion, c'est un échec, mais c'est un échec pour tout le monde. C'est un échec pour Jean-Michel Lithieu, qui a toujours été dans le parti et qui était de connivence quand on excluait les autres. Il ne faut pas oublier. Dites-nous ça. Oui, Jean-Michel Lithieu a toujours été dans le parti. Toutes ces personnes qui viennent d'être exclues ont toujours été dans le parti. Et quand on excluait les autres qui avaient des sons dissonants à l'époque, qui disaient non, on doit fonctionner autrement en tant que parti, eux, ils étaient d'accord pour leur exclusion. D'accord pour leur exclusion. Ils étaient honnêtes. Ils
ils ont voté. On n'a pas entendu leur voix dire non, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner en tant que parti. Donc, ils ont entretenu le système qui les exclut, eux, aujourd'hui. C'est un échec pour John Fundi. Ça, c'est clair que John Fundi en arrive là. Je peux dire clairement que moi, je suis partie du parti. J'ai quitté le SDF en 2010. Oui. Je l'ai quitté après avoir fait une réunion en tête-à-tête à huis clos. On était 5 ou 6 à cette réunion. Fundi, son fils, ses conseillers les plus proches, quelques founding fathers. Oui. Quand j'ai dit à Fundi en face que monsieur, vous ne devez pas être candidat pour l'élection en 2011. Vous devez passer la main. La main. Et je suis prête à prendre la main. Et je suis prête à aller aux primaires du parti. Mais vous ne devez pas être candidat à ces primaires-là. Qui vous avez soutenu à cette époque? Parmi ceux qui sont exclus aujourd'hui, qui vous avez soutenu? Aucun. Et quand vous avez décidé de partir, aucun. Qu'est-ce que ces personnes ont dit? Est-ce qu'elles ont essayé de vous retenir quand même? Pas du tout. Pas du tout. Non, je crois que pour moi, je pense que c'est un échec pour l'ensemble du parti, y compris ceux qui sont exclus. Parce qu'ils ont longtemps participé à cette mauvaise gouvernance du parti. Il y a des personnes qui sont exclues. Oh là là, si je vous sors les noms d'oiseaux par lesquels ils m'ont traité à cette époque, c'était dans la presse publique, c'était dans les médias. Donc, c'est un échec pour Fundi qui aurait dû passer la main il y a longtemps. Et qui a eu, non seulement moi, le drame du SDF, c'est qu'il y a eu de la qualité dans le SDF. Il n'a pas eu seulement moi, il a eu, dans le SDF, il y a eu 5-6 personnes à qui Fundi aurait pu passer la main en toute confiance, en sachant que ces personnes-là auraient mené le combat jusqu'au bout, dans la logique dans laquelle il est. Mais président Kawala, dites-nous, sincèrement, est-ce que vous pensez que John Fundi est victime aujourd'hui de son excès de rapprochement avec le régime RDPC? Vous le connaissez mieux que nous. Je n'en sais rien. Comme je vous dis, c'est quelqu'un que sur le plan personnel, oui. Je maintiens des liens très cordiaux avec le chairman. Comme je vous dis, je lui donne le respect que du rôle historique qu'il a joué. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un aujourd'hui que toute sa vie, que vous allez toute la vie qu'il a menée devient nulle. Non, il a joué un rôle important. Il n'a pas su passer la main. Il n'a pas su, très honnêtement, la complexité de la gouvernance qu'exigeait le SDF. Au-delà des années 90, qui étaient des années où il fallait aller à la confrontation, où il fallait le courage, où il fallait combattre. Ça, c'était la force de Fundi. Mais maintenant, dans le combat de long terme, là, il faut la subtilité de la gouvernance. Il faut savoir maintenir la flamme dans un contexte d'oppression, de dictature. Et ça, ce n'était plus les forces de Fundi. Et ce qu'il n'a pas su faire, c'est de soit associer les compétences qu'il fallait, soit passer la main. Et comme je dis, mon avis est clair sur ça. Ça fait 13 ans aujourd'hui que moi, je lui ai personnellement dit en face qu'il fallait qu'il passe la main. Et l'histoire vous donne raison, voilà. Visiblement. Donc c'est pour ça que je dis je ne suis pas surprise. Parce que malheureusement, on a construit ça. Mais il n'était pas seul dans la construction. Les exclus
d'aujourd'hui Les exclus ont d'aujourd'hui participé à cette, ont à cette construction hier. activement à cette construction-là. Si vous aviez un conseil à leur donner, que leur diriez-vous? Aux SDF, vous voulez dire? Aux exclus. Aux exclus, oulala. Très difficile de donner conseil à ce stade-ci. Très difficile de donner conseil. La seule chose que je dirais, c'est que ils sont des personnes qui ont dédié une partie significative de leur vie à combattre le régime Biya et à aboutir à la démocratie et la justice pour le Cameroun. Il faut qu'ils continuent dans ce combat. Ce combat aujourd'hui est plus important que tous nos partis politiques, est plus important que toutes nos organisations, et c'est toujours possible de combattre. On voit des individus, ma grande sœur, Maître Alice Com, elle n'appartient à aucun parti. Elle appartient à des organisations, mais pas des organisations politiques. Et pourtant, aujourd'hui, dans le combat pour la justice au Cameroun, elle est en front line. Oui. Donc, c'est possible pour chaque individu de contribuer. Il faut qu'ils continuent à contribuer parce qu'ils ont beaucoup investi dans ce combat. Alors, les sénatoriales approchent et d'après des chiffres, le RDPC a déjà remporté 14 sièges sur les 100. Deux questions. Que pensez-vous des autres partis qui seront en compétition? Et serait-ce pour remplir les formalités? En 2013, je crois que c'est 2013, je peux me tromper de l'année, 2013 ou 2014. C'était la première législative, notamment du Sénat. Du Sénat. Le CPP a été clair. C'est la première fois que nous avons porté le noir en protestation. C'était lors des élections sénatoriales. On a estimé que toute l'institution, et aujourd'hui j'ai vu une estimation, elle nous coûte 100 quelques milliards par an. Oui, cette institution. Plus de 16 milliards. 16 milliards, oui. Et ça nous a coûté 100 milliards jusqu'ici, depuis sa création, je crois. Inutile, ridicule, vraiment, il faut abolir ça. Et la seule question que j'ai à me poser à mes camarades politiques, vous participez à quoi? À quoi est-ce que vous participez? Il faut arrêter. Il faut arrêter avec la distraction inutile dans ce pays. Les gens meurent. On a une crise anglophone qui ne se dénoue pas depuis 2016. On a une crise de Boko Haram. Boko Haram est de nouveau en train d'attaquer nos citoyens dans l'extrême nord. Depuis 2010, depuis 13 ans, l'extrême nord souffre sous Boko Haram. Nous sommes ici à Yaoundé et à Douala. J'étais en retard avec vous ce matin parce qu'il manquait d'électricité partout hier. N'est-ce pas? Alors, on a des problèmes fondamentaux et on a 16 milliards à dépenser sur une institution qui n'a aucun pouvoir. Au Cameroun, le Sénat ne peut pas initier une loi. Quand elle vote, si elle refuse quelque chose, ça doit repartir à l'Assemblée nationale. Donc nous avons là 16 milliards de distribution de gâteaux pour le RDPC. Le Sénat doit voilà ce à quoi le Sénat représente. Le Sénat doit réguler le fonctionnement des collectivités territoriales, bien qu'il y ait des pesanteurs aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que cette institution ne devrait pas figurer dans le cadastre ça ne politique devrait pas figurer. Aujourd'hui, dans le contexte du régime Biya, c'est une institution de plus pour que M. Biya et son système tiennent quelques personnes. Vous partagez, ça participe
à maintenir la dictature sur le Cameroun. Parce que les sénateurs qui mangent là, vous n'allez pas les convaincre d'œuvrer dans le sens de la justice. Vous n'allez pas les convaincre d'œuvrer dans le sens de la démocratie. C'est tout simplement de la corruption financée par vous et moi. Nothing else. Vous partagez l'avis de certains acteurs politiques qui estiment que c'est une institution budgétivore? Absolument. Budgétivore, c'est le mot gentil. C'est le mot gentil parce que là, vous avez tout simplement parlé du fait que nos impôts, parce que c'est vous et moi. Donc, imaginez, je vous donne un défi. Vous êtes des journalistes. Sortez là dehors. Demandez aux Camerounais que les 16 milliards qu'on dépense sur le Sénat, est-ce qu'on devrait continuer à dépenser sur le Sénat ou bien on construit les routes ou l'eau ou l'électricité? Faites un petit exercice et vous allez voir. Hein? Non, il faut qu'on arrête de... C'est pas du cinéma la vie des gens. Il faut qu'on arrête ce cinéma-là au Cameroun. Et de toute façon, la position du CPP est claire depuis la création de l'institution. Elle ne devrait pas exister dans le contexte actuel. D'accord. Alors, présidente Kawala, votre parti, vous aussi, venez de remporter une vraie bataille sur le plan juridique. Et nous vous disons félicitations pour cela. Mais est-ce que vous pouvez nous situer le contexte de cette bataille juridique? J'ai envie de résumer cela par une question. Quel problème est-ce que vous avez avec le ministre Paul Atanga-Ndiaye? Aucun. En tant que ministre, en tant qu'individu, oui. Aucun. Maintenant, en tant que personne qui sont de deux côtés d'un combat pour la vie du Cameroun, nous avons des vrais problèmes. Lesquels? Alors, le ministre Atanga-Ndiaye, il le dit ouvertement, il est un biaïste. Il n'est pas un RDPCiste, il est un biaïste. À quel moment est-ce qu'il attaque le CPP? Il nous attaque en 2018, juste avant l'élection présidentielle. Alors, il faut se rappeler que le CPP, depuis 2016, est une des voix les plus fortes pour la cause des victimes de la crise anglophone. Nous sommes une des voix les plus fortes qui disent au gouvernement, vous devez arrêter la guerre. Vous devez vous mettre autour d'une table et résoudre les problèmes de fond qui ont abouti à cette crise. Je vous le dis, nous avons été directement en confrontation, je peux dire, au gouvernement avec ça. Nous avons vu les ministres concernés. Le ministre Atanga-Ndiaye, nous avons déjà eu un entretien comme ça par rapport à la crise anglophone, le ministre de la Défense, le ministre chargé de la reconstruction. Donc, nous étions une des voix à la charge. N'oublions pas qu'en 2019, ce que le gouvernement veut faire avec l'élection, c'est faire croire au monde entier que tout va bien au Cameroun. On est en plein cœur de la crise anglophone. Vous avez des gens qui meurent, vous avez des villages qui brûlent, vous avez des soldats dont on coupe les têtes, mais vous voulez faire semblant et faire croire au monde entier que tout va bien. Et donc, les voix qui disent non, nous on a dit non aux élections depuis 2014. On a dit dans ce système électoral-là, où aucune règle n'est claire, où un seul parti, un parti qui est en compétition, c'est toujours ce parti qui est juge à toutes les instances du système électoral. On ne peut pas aller aux élections avec ça. Vient s'ajouter la crise anglophone où nous disons qu'on ne peut pas être chef d'État de 8 régions au Cameroun. Si quelqu'un veut être chef d'État, il doit être chef d'État de tous les Camerounais. Et si vous ne pouvez pas mener campagne dans une région, ça veut dire que ça ne va pas et qu'on ne devrait pas tenir les élections tant que le problème est ne serait-ce qu'en voie de résolution. Alors, pour Atanga-Ndiaye, il faut taire
Cette voie-là. Cette voie-là. Cette voie qui est forte sur le plan national, qui est forte sur le plan international, parce que nous avons mené des plaidoyers à de nombreuses instances internationales par rapport à la crise anglophone. La voie que trouve M. Atangandji, c'est d'entrer dans le parti, trouver un de nos militants qui s'avère être le fondateur, corrompre cet individu et créer un problème qui n'existe pas. Parce que quand le MINAT a dit qu'il faut stopper les activités du CPP, enfin suspendre le bureau élu du CPP. On a parlé d'état de droit tout à l'heure. Hein. Voilà, dans un état de droit, voilà le ministre qui entre dans le fonctionnement interne d'un parti politique qui a une constitution. Incroyable. Incroyable. Donc, quand il fait ça, c'est pour nous amener, c'est pour essayer de dissoudre et éteindre cette voie. Malheureusement pour lui, M. Titaphone, par lequel il passe, n'est qu'un individu. Je peux vous dire qu'au sein du CPP, il n'y a pas une seule réunion qui a été suspendue. Il n'y a pas une seule activité qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas un groupe quelque part de dissidents. Nous avons continué nos activités comme toujours, tout en menant la bataille juridique. Et là, on était très chanceux d'être au sein de Stand Up for Cameroun avec l'UPC Manidem qui nous a dit attention, attention, attention. Si vous ne menez pas la bataille juridique, vous allez finir dans une situation comme nous où vous allez avoir beaucoup de difficultés avec, à fonctionner. Donc nous avons suivi ces conseils et nous avons mené la bataille jusqu'au bout. Parlant de cette actualité, à qui devait profiter votre retrait à la tête du CPP? Et surtout, quelle était la finalité? Je ne crois même pas qu'il y avait quelqu'un, un individu à qui devait profiter ma retraite. Bon, peut-être ils avaient quelqu'un en vue, mais M. Titaphone, c'est un monsieur d'un certain âge. Moi, j'ai déjà 58 ans. Lui, il a encore beaucoup plus. Donc, je crois que ce qui était important pour Atangandji, c'était de taire cette voix qui disait il faut résoudre la crise anglophone, il y a un problème au Cameroun et nous ne pouvons aller aux élections dans les conditions actuelles. Il voulait taire cette voix-là et disloquer, je crois, si possible, le CPP. N'oublions pas que ça aussi, c'est toujours un message pour l'ensemble des Camerounais. Imaginez qu'on ait pu faire taire Kawala. Imaginez l'effet sur les Camerounais. Oui. Imaginez l'effet sur les jeunes qui s'identifient au CPP, sur les femmes qui s'identifient au CPP. Donc, nous devons comprendre qu'une dictature joue très finement sur beaucoup de leviers à la fois. Et on ne doit jamais leur faire des excuses. On ne doit jamais les laisser, même quand ça semble petit, parce que on aurait pu laisser ça, puisqu'il n'y avait pas de problème au sein du parti, on aurait pu laisser. On s'est dit, non, on va au front avec tous ces risques. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Aujourd'hui, quels sont vos principaux atouts pour la conquête du pouvoir? Notre principal atout au sein du CPP, c'est que nous avons mis les intérêts de la nation avant nos intérêts partisans. Nous avons des intérêts partisans. Moi, je veux être chef d'État du Cameroun. Le CPP veut gouverner le Cameroun. Mais nous disons, avant ça, il y a une étape préalable qui est la transition politique du Cameroun et la refondation de la nation.
On doit refaire la Constitution, on doit refaire le système électoral, on doit redéfinir la relation entre le citoyen et l'État. L'État est au service du citoyen et non le contraire, comme on a connu depuis 60 ans. Donc nous disons, oui, nous voulons arriver au pouvoir, mais nous sommes prêts à attendre et participer d'abord à la refondation du Cameroun. Une fois qu'on a fait ça, la course sera bonne et on sera dans la course. Donc en clair, si M. Biya ne quitte pas le pouvoir, vous n'allez plus aux élections. On l'a dit depuis 2014. C'est la condition, c'est quand même pour voir non seulement si M. Biya ne quitte pas, mais si nous n'arrivons pas à refonder le système, il faut qu'on arrête d'embarquer les Camerounais dans les futilités. C'est quoi une élection dans les conditions actuelles? Moi, je suis étonnée, je dois vous dire complètement, je n'arrive pas à comprendre les partis qui disent, après ce on vient de voir là, en 2019, en 2021, avec le fait que les gens qui ont voulu à cette époque-là, ces personnes-là qui sont en prison, ils nous disaient, nous sommes des républicains. On va aller par la voie républicaine. Ils sont aujourd'hui en prison. On va les laisser en prison pour aller faire une élection. Mais Madame Kawala, on pourrait aussi vous demander, par exemple, vous dites que vous voulez diriger le Cameroun. Oui. Mais vous posez des préalables, il faut qu'un certain nombre de choses soient résolues pour que vous puissiez revenir aux élections. En tout temps, qu'est-ce que vous faites vous-même pour mener le combat à ce que ces affaires soient entièrement résolues? Est-ce que le fait de se mettre en retrait est une solution? Alors, ce qu'on peut dire très clairement, on n'est pas en retrait d'abord. Oui. Je crois qu'on est un des partis politiques qui est le plus présent. Donc, on n'est pas en retrait et le travail que nous faisons, c'est de nous battre pour des questions fondamentales de justice, oui. Les questions fondamentales des droits. C'est pour ça que vous nous voyez au front par rapport à tous ceux qui sont en prison. C'est pour ça que vous nous voyez au front par rapport à Martinez Zogo. C'est pour ça que vous nous voyez au front par rapport à la crise anglophone, par rapport à la crise de Boko Haram. Oui. C'est aussi pour faire comprendre aux Camerounais que nous avons un socle qui est commun. Oui. Avant d'être LDPciste, CPPR, MR6, on est d'abord pour un pays juste. Pour le Cameroun, d'accord. On est d'abord pour un pays, pour un état de droit. Tout à fait. Etc. Merci beaucoup. C'est ici qu'on met un terme à cet entretien. En vous disant merci une fois de plus, Madame la Présidente, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'être à J&J Media pour la première fois. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mais écoutez, Raoul, on ne saurait sortir de ces entretiens sans poser une dernière pour la route à la Présidente. Présidente Kawala, avec ce qui vient de se passer au sein de votre parti politique, où le fondateur a été en quelque sorte instrumentalisé pour qu'on puisse vous écarter, est-ce que ça vous tente de créer notre parti politique ou alors vous allez demeurer au CPP? Oh. Je crois que la question est claire. Je demeure au CPP. Il faut construire le CPP. Le fait d'avoir traversé cette crise et gagner et battre un des ministres les plus puissants du Cameroun nous a rendus plus forts, plus sûrs dans notre position et plus sûrs aussi sur le fait que rester sur des principes et des valeurs fondamentales, ça permet de construire quelque chose de durable. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, Raoul. Merci, Romaric. Merci aussi à vous de nous avoir suivis dans le cadre de cette autre édition du Tic au Tac sur J&J Media. Merci surtout à la coordonnatrice et celle qui supervise cette émission. Merci à l'équipe technique chapeautée par le nom que vous verrez en fin de cette émission dans le CNT. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir, le même désir. D'ici à là, continuez de suivre l'actualité sur J&J Media. Quant à Raoul et moi, on se donne rendez-vous dans la prochaine édition. À très vite.